Donc maintenant, je vais introduire la première présentation, qui est celle de Sandy Tubeuf, donc économiste en IRES au LIDAM, économiste de la santé, bien sûr, et Catherine Legrand, présidente de l'Institut de statistique ici au LIDAM. Leur présentation est intitulée donc, Du vaccin à la vaccination et après. Bonjour, donc moi je suis Catherine Legrand, professeure de statistique et biostatistique, et donc je vais utiliser un petit peu mon expertise dans la recherche médicale et dans le développement d'essais cliniques pour apporter un éclairage sur la question dont on entend beaucoup parler, qui est « Est-on allé trop vite dans le développement des vaccins ?» Alors, il faut savoir que la recherche médicale, que ce soit pour un nouveau traitement ou un nouveau vaccin, est organisée autour de 3 grandes étapes. On a tout d'abord l'étape de la recherche préclinique, qui est en fait la recherche en laboratoire. Ensuite, on passe dans la phase qu'on appelle recherche clinique, à partir du moment où on va faire de l'expérimentation sur les êtres humains. Et enfin, une fois que tout ça est fait, on passe à la phase d'approbation et de déploiement de ce nouveau traitement ou de ce nouveau vaccin. Alors, combien de temps tout ça prend? C'est très variable d'une situation à l'autre, d'une pathologie à l'autre, de ce que l'on essaye de montrer. Mais au niveau de la recherche préclinique, on est vraiment sur une phase de recherche pure. Et donc là, ça va dépendre de l'état des connaissances, cela va dépendre de la difficulté de la question, et aussi cela va dépendre de toute une série d'aspects financiers, puisqu'évidemment, plus il y a de moyens, plus on va avoir des grosses équipes de recherche, et plus on va avoir des grosses équipes de recherche, plus on va pouvoir avancer. Alors, pour ce qui est de la recherche clinique, donc lorsqu'on passe dans l'expérimentation chez des êtres humains, on distingue à ce moment-là 3 phases. La phase 1, qui correspond à la première administration chez l'être humain. La phase 2, qui est une espèce de proof of concept, où on va accumuler de l'évidence pour voir si ça vaut le coup de passer en phase 3. Et enfin, la phase 3, qui est une phase comparative, où on va vraiment essayer de montrer que le traitement ou le vaccin que l'on étudie fait mieux, et on définit ce que l'on appelle par mieux, que ce qui est existant, tout ça en contrôlant évidemment la sécurité du vaccin ou du traitement développé. Et chacune de ces phases va contenir 1 ou 2 essais cliniques, et donc une expérimentation sur des êtres humains. Alors évidemment, tous ces essais cliniques, la mise en place de tous ces essais cliniques, le passage d'une phase à l'autre et tout ça, va demander énormément de travail, non seulement d'un point de vue scientifique avec le développement du protocole de ces essais cliniques, qui est un document reprenant toute une série d'informations sur le déroulement de l'essai clinique, mais aussi toute une mise en place légale, logistique et tout ça qui va prendre du temps. À cela s'ajoutent aussi des aspects financiers de nouveau, parce que pour chacune de ces phases, chacune de ces essais cliniques coûte beaucoup d'argent, et donc il faut trouver cet argent et faire un montage pour financer ces essais cliniques. La durée de ces essais cliniques en soi est très très variable d'une situation à l'autre. Ça va dépendre principalement de la facilité de recrutement des patients dans l'essai clinique, de la durée du traitement et de la durée du suivi nécessaire pour les patients. Enfin, la dernière phase, l'approbation et le déploiement, on va soumettre tous les résultats obtenus aux autorités en espérant avoir leur approbation pour la mise sur pied, pour la mise sur le marché du traitement ou du vaccin. Ça va prendre un certain temps. Il y a aussi l'aspect fabrication qu'il faut prendre en compte, qui va également prendre du temps parce que dans toute la partie recherche qui est au préalable, on a fabriqué ce vaccin ou ce traitement en petite quantité pour faire face à la recherche en elle-même. Une fois qu'on passe sur la mise au marché, on passe à une autre échelle, à une autre taille de fabrication, et donc tout ça va prendre évidemment également du temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du vaccin Covid? Au niveau du vaccin Covid, en fait, on est allé assez rapidement dans la partie recherche préclinique, et en fait, ça s'explique par le fait que, contrairement à ce que toute une partie de la population semble penser, il y avait déjà beaucoup de travaux qui avaient été effectués sur la question, et les vaccins à ARN messager et à vecteur adénovirus, qui sont ceux que l'on retrouve notamment en Belgique, beaucoup de recherches avaient déjà été faites, on était déjà loin dans les progrès et tout ça. C'est quelque chose qu'on étudie depuis 20 ans, qu'on avait étudié notamment pour les virus Ebola et Zika, et donc on était déjà loin dans les connaissances. À ça s'est ajouté un espèce de boost financier, parce que tout d'un coup, il y a eu un apport massif de financement qui a fait que ces recherches ont pu aboutir très, très rapidement. Au niveau de la recherche clinique, de nouveau, on a bénéficié d'un financement beaucoup plus facile. La recherche de financement était beaucoup moins problématique. On a bénéficié de tout un élan dans la réalisation de ces essais cliniques qui a permis de mettre en place légalement, logistiquement et tout ça, les essais cliniques de façon beaucoup plus simplifiée.
Au niveau du développement des protocoles, il faut savoir qu'on est quand même ici sur des études relativement standards, des essais cliniques pour assurer l'efficacité et la safety de vaccins. C'est quelque chose qui se fait de façon relativement fréquente, et donc il existait toute une série de protocoles qu'il a juste fallu adapter. À ça s'est ajouté un élan de collaboration parmi les scientifiques pour justement encore accélérer ce développement de protocoles. Et enfin, il faut réaliser que les études de vaccins sont des études typiquement relativement courtes. En termes de recrutement, on ne recrute non pas des patients, mais des personnes saines. Donc, on a un beaucoup plus grand pool de personnes à disposition dont on peut aller recruter. Les traitements sont typiquement relativement courts, 1 à 2 injections directement ou 3 mois d'écart. Et on sait, sur base de toute l'expérience et toutes les informations accumulées en recherche préclinique et dans les phases précédentes de la recherche clinique, qu'un suivi relativement court, de l'ordre de 6 mois, 1 an, est largement suffisant, notamment au niveau de la phase 3. Enfin, au niveau de l'approbation et du déploiement, clairement, les dossiers Covid ont systématiquement été mis sur le haut de la pile, et donc on a aussi gagné du temps à ce niveau-là. Les approbations ont été réalisées très rapidement après que les dossiers étaient soumis. Et on a aussi vu quelque chose qui a permis d'accélérer les choses, c'est le développement industriel à risque, dans le sens que, sur base des connaissances accumulées en recherche préclinique, on était quasiment certain qu'on allait y arriver à développer ces vaccins. On était également convaincus, vu la situation, que si on arrivait à développer ces vaccins et à prouver leur efficacité et leur safety, on allait pouvoir les mettre sur le marché de façon très rapide et de façon à très, très grande échelle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à fabriquer les usines qui allaient fabriquer ces vaccins, finalement, avant même d'avoir les résultats des essais cliniques. Donc, on a gagné du temps là en travaillant en parallèle. Alors, est-ce qu'on est allé vite? Oui. Est-ce qu'on est allé trop vite? À mon sens, non, puisqu'on a gagné du temps sur toutes des phases sur lesquelles il était effectivement possible de gagner du temps, et on a pris le temps qu'il fallait pour les phases où il fallait prendre du temps. Bonjour, je suis Sandy Tubeuf, professeure en économie de la santé. Et donc, bien alors, partons du principe qu'on a un vaccin. Seulement il y a 1 an, en septembre 2020, on ne le savait pas encore. Et lors de notre recherche, nous avons demandé en fait à la population, un échantillon représentatif de la population, s'il se ferait vacciner dès le moment où ce vaccin en fait sûr et efficace serait disponible. Donc, au moment de notre enquête, certainement, 34% de la population nous disait qu'il se ferait vacciner, 39% disaient probablement, donc on est autour de 70% ici. Et bien, si on regarde en fait les chiffres actuels, effectivement, la population finalement a tenu parole, en tout cas celle qu'on avait interrogée, et on est bien en fait à 72% de la population complètement vaccinée. Cependant, si en moyenne, il nous semble bien en fait que cette vaccination a largement suivi la population, si on regarde en fait en stratifié, c'est-à-dire en sous-groupe, on se retrouve tout de même avec un problème de vaccination, surtout des inégalités, soit des inégalités entre régions ou entre communes, comme on l'entend sur Bruxelles, voire intra-régions avec des inégalités sociales dans la vaccination, des différences entre le niveau social de certaines régions, de certaines communes ou des niveaux d'éducation. Alors, pour quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les inégalités, ici, ma première réponse est de vous dire qu'en fait, les inégalités que l'on observe ici dans la vaccination, finalement, sont celles qu'on avait déjà observées il y a 1 an dans le respect des gestes barrières et seraient même, d'une manière générale, des inégalités qu'on observe dans le recours aux soins en général, voire dans le recours à la prévention, que l'on parle ici de dépistage ou d'autres types en fait, de tests. Et donc, quelles sont en fait les barrières qui expliquent ces inégalités? Elles sont assez bien connues. Il y a des barrières que l'on dirait d'ordre structurel, des coûts. Même si un vaccin est gratuit, il y aura quand même des coûts pour la population à se déplacer, à trouver du temps aussi dans son emploi du temps pour être vacciné, des difficultés en fait d'accès et d'éloignement. Il peut y avoir aussi des barrières comportementales et peut-être ici, dans le cas de la Covid, c'est celle dont on a beaucoup entendu parler, les normes sociales. Je me comporte de la même façon que le groupe social auquel j'appartiens. La riscophilie aussi, certains vont craindre d'être malades et donc vont se vacciner, d'autres vont craindre des effets secondaires et ne vont pas se vacciner. Donc, on n'est pas tous égaux en fait dans la façon dont on appréhende le risque.
De la même façon que nous ne sommes pas tous égaux en termes de préférence temporelle, certaines personnes vont avoir une très forte préférence pour ce qui se passe aujourd'hui et donc vouloir se prémunir en fait de tomber malade, alors que d'autres vont avoir une préférence reportée dans le temps et vont être prêts en fait à se poser la question d'une vaccination à partir du moment où ils seront malades. Les aspects aussi de manque de confiance, que ce soit dans l'État, que ce soit dans les médias ou que ce soit dans l'Organisation mondiale de la santé, expliquent aussi nos différences dans les comportements, des inégalités de recours aux soins et ici des inégalités de vaccination. Et enfin, la contestation politique est très importante. Une étude française, par exemple, trouvait une très forte corrélation entre la baisse en fait, de vaccination dans certaines régions et l'abstentionnisme aux élections. Le dernier type de barrière que l'on observe beaucoup dans des inégalités de recours aux soins et ici encore dans des inégalités de vaccination, sont les barrières informationnelles. Des différences en fait dans la culture, dans la langue ou dans la religion peuvent expliquer des choix différents entre les individus. La littératie en santé, donc le fait en fait que l'on comprenne les risques que l'on court en tombant malade, a aussi de l'importance. Donc, la connaissance en tant que telle. Et puis enfin, la désinformation, donc l'information en fait erronée dont on peut disposer, voire la mésinformation, l'information en fait qui est intentionnellement erronée et qui va changer les comportements des gens. Alors, quand on est face à des situations en fait d'inégalité, eh bien, les économistes ont à leur disposition beaucoup d'outils qui pourraient permettre en fait de faire tomber les barrières dont je viens de parler. Et il faut dire aussi que les autorités en fait en Belgique ont fait preuve d'une certaine originalité en allant utiliser beaucoup de ces différents moyens. On pense par exemple à des moyens en fait qui influencent en douceur, le petit coup de coude britannique, qu'on appelle le nudge, où les individus vont être rappelés par leur médecin, rappelés par un système en fait de messages par téléphone portable qui devraient se faire vacciner, des publicités aussi, des spots publicitaires qui encouragent la vaccination, voire l'utilisation en fait de personnes importantes, d'influenceurs ou de gens de confiance pour essayer de motiver la vaccination, sont aussi le premier type de moyens en fait auquel on fait appel et peu coûteux. D'autres types de campagnes en fait pour la vaccination très utiles sont des programmes qui eux vont plutôt être ciblés, faciliter en fait des barrières à l'accès, les éliminer en favorisant une vaccination peut-être sur des lieux où les individus passent, que ce soit dans les écoles, que ce soit les lieux de travail ou de loisirs, voire même en fait permettre la vaccination en bas de son immeuble. Et puis enfin, on a entendu aussi beaucoup l'utilisation d'incitations, surtout dans le milieu anglo-saxon. Les incitations vont être fortement utilisées pour favoriser des comportements, que ce soit ici dans la vaccination Covid, mais aussi dans d'autres aspects de dépistage. On peut penser à des incitations financières où en échange de la vaccination, les gens sont payés, voire même en fait sont récompensés, obtiennent en fait quelque chose en échange en fait, de la vaccination qui ait lieu. Et le pass vaccinal, dont on parle maintenant en Belgique, est aussi en fait une incitation à la vaccination. C'est une façon d'expliquer que si la personne en fait a son pass vaccinal, alors elle aura un passeport qui lui permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup de personnes verront peut-être le passeport vaccinal comme étant une pénalité, sauf qu'on a quand même cette possibilité d'être testé et donc il n'est pas en fait obligatoire d'être vacciné. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on appellerait plutôt la pénalité, qui est aussi un moyen en fait d'aller éliminer certaines barrières ou en tout cas de motiver les gens à se faire vacciner, c'est l'exclusion, par exemple, des non-vaccinés dans leur lieu de travail. Donc là, en fait, c'est une vraie pénalité. Le non-vacciné subit la difficulté de ne pas être vacciné. Ou alors, forcer les gens à prendre en charge eux-mêmes les dépenses qui seraient liées à leur hospitalisation. Donc, et après, il y a encore en fait d'autres types de moyens pour vacciner plus que l'on pourrait utiliser. Alors donc, rapidement pour conclure, je pense que la question de savoir si on allait trop vite ou pas trop vite dans le développement du vaccin n'est probablement pas la bonne question. Moi, j'ai surtout envie de me poser la question, pourquoi est-on si lent pour les autres traitements? Pourquoi est-ce qu'on est allé si vite pour le vaccin Covid? Pourquoi est-ce qu'on va si lentement pour la recherche, HIV, cancer, Alzheimer, tout ça? Ça, c'est une première question que je me pose. Deuxièmement, est-ce que les gens ont une culture des essais cliniques? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne? Et donc, est-ce que les gens qui parlent de dire ça est allé trop vite, est-ce qu'ils savaient vraiment de quoi ils parlaient? Et donc,
je pense qu'il faut faire attention que finalement une espèce de lenteur de la recherche médicale semble être entrée dans les mœurs et on semble être plus confiant quand quelque chose est allé lentement que quand quelque chose est allé trop vite. On a peut-être eu une impression aussi de trop facile. Je pense qu'à un moment, on a fait peur un peu aux gens et je pense que c'était un moment nécessaire de faire peur aux gens. Et du coup, tout d'un coup, on avait présenté la situation comme un peu dramatique, ce qu'elle était sans doute. Mais du coup, peut-être est-ce qu'il y a eu une espèce de crainte de cette solution miracle qu'était le vaccin qui est arrivé à un moment. Peut-être qu'il aurait fallu ou qu'il faudrait faire en sorte que les gens aient plus confiance, peut-être plus de culture scientifique, de façon à se rendre compte qu'en fait, tout ça a suivi son cours. Et enfin, dernière question pour terminer. On dit qu'une majorité de gens se posent cette question sur est-ce que les vaccins ont été développés trop vite, qu'une majorité de gens ne veulent pas se vacciner, qu'il y a beaucoup d'antivax et tout ça. Ça n'est pas vrai. Comme l'a montré Sandy et comme on le sait maintenant, plutôt que d'avoir une majorité, ce qu'on a, c'est une minorité très bruyante, avec le principe que les plus extrêmes crient le plus fort, phénomène encore amplifié par les réseaux sociaux et par certains médias, qui vont donner beaucoup de poids à la vie finalement d'une minorité de personnes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à Catherine et Sandy. Voilà, y a-t-il des questions pour cette première partie? N'hésitez pas à prendre la parole. Pas de questions. Pas de questions? Monsieur de Cavel? Y a-t-il éventuellement quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question? Oui, moi j'aimerais bien poser une question si j'ai la possibilité de le faire. C'est une question plutôt pour Catherine, je pense. Une des principales critiques qu'on entend sur le vaccin, c'est pas nécessairement la rapidité avec laquelle il a été fabriqué, mais plutôt le manque de recul à long terme sur les effets du vaccin. On entend par exemple parler d'éventuels problèmes de fertilité qui ne se voient pas dans un horizon très court, mais qui pourraient survenir éventuellement à une échéance de quelques années. Donc je voulais un petit peu savoir si on avait des arguments convaincants à ce sujet-là. Donc le fait de ne pas avoir de recul aussi long, est-ce que quand même, on peut quand même arriver à rassurer les gens sur ce type de questions? Alors, je pense qu'il faut vraiment rassurer les gens sur ce type de questions. La question de la fertilité, par exemple, est une des plus grosses fake news auxquelles on a dû faire face ces derniers temps. Mais je vais d'abord revenir sur cette question de suivi. On commence quand même à avoir du suivi parce que finalement, pendant ce temps-là et pendant tous ces débats-là, le temps avance et on commence maintenant à avoir énormément de gens qui ont été vaccinés. Et si on prend ceux qui ont été vaccinés dans les premiers essais cliniques, on commence à avoir vraiment un très long suivi. Comme je le disais, des vaccins du même type ont déjà été étudiés dans d'autres pathologies, dans d'autres types de virus. Et donc, ces gens-là, on a des suivis parfois de 10 ou 15 ans. Et comme je le disais aussi, sur base du mode de fonctionnement, parce que les gens qui ont développé ces vaccins, ils savent ce qu'ils font, ils comprennent très très bien le mode de fonctionnement du vaccin. On sait que ces vaccins ne peuvent pas avoir d'effet à long terme. On sait que les effets des vaccins sont en général, on les observe très rapidement après l'injection. On a quand même des petits effets secondaires. Ce n'est pas non plus un vaccin qui est totalement, qui passe inaperçu. Certaines personnes ont développé de la fièvre, un peu de douleur. On a eu quelques cas quand même un petit peu plus problématiques. Mais ce sont toujours des effets secondaires à relativement court terme. Et c'est aussi des effets secondaires qui sont relativement rares, voire très rares, et qu'il faut mettre dans la balance risque-bénéfice qui est clairement en faveur du vaccin. Et donc, pour revenir à cette histoire de fertilité, c'était très impressionnant parce que c'est vraiment une fake news dont on ne connaît pas l'origine, sur laquelle de nombreux médecins essayent d'aller contre. C'est vraiment quelque chose qui a été amplifié par les réseaux sociaux. Par contre, il faut savoir que le Covid, lui, a un effet sur la fertilité. Et donc, est-ce qu'à un moment, il y a une confusion dans la tête des gens entre le fait que le Covid a, lui, un impact négatif sur la fertilité, et notamment chez les hommes, et le fait que le vaccin pourrait avoir ce type de problème, je ne sais pas, mais c'est une question intéressante. D'où vient cette fake news et pourquoi a-t-elle pris tant d'ampleur?
Et peut-être que la confusion vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que se faire vacciner, c'est en fait faire la maladie. Et donc, ils ne voient pas trop l'intérêt de se faire vacciner, étant donné que si c'est faire la maladie, autant croiser les doigts pour espérer de ne pas la faire. Et puis, au pire, on l'a fait. Et c'est la même chose que si on avait fait le vaccin. Donc, c'est aussi cette méconnaissance du principe. Voilà. Je pense qu'il y a une grosse méconnaissance. Alors, se faire vacciner, ça n'est pas faire la maladie, c'est donner à son système immunitaire des informations pour qu'il puisse reconnaître la maladie et ensuite se battre contre. Donc, quelque part, c'est préparer ses armées, hein, si on parle dans ces termes-là. Donc, c'est vraiment préparer ses troupes, préparer ses armées à se battre contre ce vaccin. Je pense clairement qu'il y a une méconnaissance. D'un autre côté, on ne peut pas critiquer la population générale de ne pas savoir comment fonctionne un vaccin, on ne peut pas critiquer les gens de ne pas savoir comment fonctionne un essai clinique, on ne peut pas critiquer les gens de ne pas savoir comment fonctionne la recherche en virologie ou en microbiologie. Mais ce qui est dommage, c'est quelque part, il y a eu une relation de confiance qui a été rompue. Et ce qui est marrant, c'est qu'on la note très fort au niveau des vaccins, on ne la note pas du tout au niveau des traitements. Donc, les personnes qui sont gravement malades, qui ont le Covid, qui sont gravement malades, qui sont à l'hôpital, ne demandent jamais à leur médecin « Qu'est-ce que vous avez comme recul par rapport au traitement que vous êtes en train de me donner? Qu'est-ce que vous avez comme évidence par rapport au traitement que vous êtes en train de me donner? Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut m'intuber, oui ou non ?» Donc, c'est vraiment l'aspect vaccin versus traitement. Alors, évidemment, un vaccin, c'est quelque chose que l'on donne à des gens qui sont en bonne santé, alors qu'un traitement, c'est quelque chose que l'on donne à des gens qui sont malades. Et peut-être que du coup, on est quelque part prêt à accepter plus de choses quand on est malade et qu'on veut guérir que quand on est en bonne santé et que le but est juste de ne pas tomber malade. Merci Catherine. De rien. Ici, il y a une autre question dans le chat. Alors, je vais peut-être la lire pour l'intérêt de tous. Oui. Une question de Rainer von Sachs qui nous dit « Pour ce qui est des moyens à mettre en œuvre pour combattre les barrières sociales, éducatives et similaires », donc c'est une question pour Sandy Tubeuf, est-ce qu'il existe des études qui montrent qu'il en manquait et qu'il faudrait, à court ou à long terme, développer plus de programmes efficaces pour y faire face? Alors, en fait, ce qu'il faut penser aussi, Rainer, c'est qu'en soi, il n'y a pas une méthode, une solution idéale qui fonctionnera pour tout. Et tout à l'heure, tous les outils dont je parlais, en fait, finalement, c'est un mix d'entre eux. Donc, un ciblage va être très utile dans certaines populations. Un programme de vaccination, par exemple, qui va permettre aux gens d'être vaccinés sur leur lieu de travail, va très bien fonctionner pour certains individus, alors que le nudge, en fait, la version un petit peu en douceur, fonctionnera mieux pour un autre groupe. Dans le cas ici des barrières donc sociales, éducatives et similaires, en fait, on ne peut pas toutes les mettre ensemble. On pourrait très bien se dire qu'il y a un aspect socio-économique qui va être lié à l'éducation. Et donc là, en fait, on va peut-être vouloir plus agir sur faire en sorte que la personne ait l'information. Alors que si on est plutôt sur une barrière, par exemple, de catégories socio-professionnelles, d'individus qui, par exemple, sont chômeurs, en fait, peut-être qu'on ira beaucoup plus les toucher en proposant une vaccination ciblée dans des lieux où on sait qu'on va peut-être les croiser. Donc, en soi, ici, on a eu quand même des gros exemples. Enfin, je sais que les États-Unis et beaucoup d'études anglo-saxonnes ont en fait preuve de beaucoup plus d'originalité, peut-être que nos pays européens, dans la mise en place en fait, de différentes méthodes. Et par exemple, j'en avais beaucoup parlé avec Catherine, mais aux États-Unis, donc à New York, en fait, on avait proposé de payer les gens pour qu'ils se fassent vacciner. Donc, ils étaient payés $100 en fait, $50 à la première, $20 à la première dose, et ensuite ils touchaient les $80 restants à la seconde dose. Et à Washington, en fait, les gens avaient aussi en échange, par exemple, soit la possibilité d'aller boire de la bière, soit même d'avoir un joint. Donc, en fait, on peut même aller chercher des gains en nature, en fait, qui peuvent être très différents de la santé. Donc, en soi, la solution, c'est la mixité des moyens, et il n'y a pas un seul moyen, en fait, qui fonctionnerait pour éliminer les barrières à l'accès. Moi, j'ai une dernière question éventuellement. Donc, il y a une question qui est venue dans le chat, c'est quelle serait la stratégie optimale pour favoriser la vaccination? Alors là, j'ai envie plutôt de répondre par une autre question. De quoi on parle ici? Est-ce que ce qu'on veut, c'est aller vacciner les 30% restants qui ne sont pas vaccinés? Ou est-ce qu'en fait, on voudrait repartir de zéro, repartir en fait au tout début de la vaccination?
Donc, ma réponse, si on voulait repartir du tout début de la vaccination, moi, je pense qu'en fait, première arrivée, premier servi aurait permis peut-être d'aller plus vite pour vacciner au début toutes les personnes qui acceptaient de le faire, indépendamment en fait de leur âge ou de leur comorbidité. Bon, le fait est, on a choisi en fait de vacciner d'abord en fonction des critères de risque, puisque on avait en fait cette crainte aussi des personnes, celles qui étaient le plus à risque en fait de subir des conséquences graves, soit de mourir de la santé. Donc moi j'aurais juste rajouté en fait la liberté de pouvoir vacciner la première personne, ceux qui le souhaitaient au début, ce qu'on a fait, je dirais, à partir du mois d'avril en fait, où on proposait aux gens de se mettre sur des listes d'attente. Si maintenant la question c'est de parler des 30% restants aujourd'hui, donc des 30% résistants, moi, j'ai envie de te dire qu'il y a en fait, et c'était une étude que j'ai publiée l'année passée le montrait, il y a toujours 10% de la population que l'on ne touchera pas, mais qui est aussi un 10% de la population qui est anti-vaccin de manière globale. Donc, peut-être qu'en fait, on a juste ce petit groupe de 20, même un petit peu moins de 20% des gens qui sont des gens en faveur de la vaccination quand il s'agit de partir à l'étranger, qu'il s'agit, par exemple, de vacciner leurs enfants, mais qui sont contre la vaccination Covid. Et là, je pense qu'on revient à des éléments de la présentation de Catherine, qui sont de l'ordre la balance bénéfice-risque que les gens voient, en fait, met beaucoup plus en valeur des potentiels effets secondaires de long terme, et donc vont exprimer, en fait, des préférences de ne pas se faire vacciner aujourd'hui par crainte de ce qui arrivera plus tard. Donc, moi, je pense que la capacité à aller vacciner en fait les gens en leur donnant de la formation pourrait marcher. Le passeport vaccinal actuel, en fait, tel qu'il est mis en place, va peut-être ajouter quelques individus dans nos quotas en fait, de vaccination, mais ne permettra pas en fait, de répondre aux 20% en fait, qui nous manquent et qu'on pourrait encore cibler. Merci beaucoup. Y a-t-il éventuellement encore une autre question que quelqu'un d'autre souhaiterait poser? On a Madame Lallemand qui vient nous rejoindre du Vif l'Express. Est-ce que vous auriez eu éventuellement une question pour Sandy Tubeuf et Catherine Legrand? Je n'ai pas tout suivi, donc je viens d'arriver. Non, je n'ai pas de questions. Pas de questions à ce stade. Est-ce qu'éventuellement il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question? Ou alors on va passer. Oui. Oui, j'ai mis ma question dans le chat. J'ai entendu l'argument selon lequel les vaccins étant actuellement encore évalués en phase 3 ne sont donc pas totalement approuvés et le seront dans un an ou je ne sais pas quand. Et donc, pour cette raison, on ne serait pas complètement sûr. Donc, je ne sais pas que répondre à cet argument. Alors, effectivement, les vaccins qui sont encore maintenant en phase 3 n'ont pas encore passé l'approbation et donc ne sont pas... Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas sûrs, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces, mais on peut juste dire qu'on ne sait pas encore l'information. Un vaccin ne sera mis sur le marché qu'une fois qu'il aura eu l'approbation, notamment de la FDA et de l'IMA, pour dire qu'on peut le mettre sur le marché. Maintenant, il faut voir qu'il y a aussi... Voilà, j'ai présenté une situation un peu simpliste parce qu'il y avait le temps qui était derrière, mais il y a éventuellement plusieurs choses que l'on peut tester en phase 3. Et donc, par exemple, on a testé jusqu'à présent les vaccins en se disant, on fait la première dose et la deuxième dose de la même marque, j'ai envie de dire. Et ça, on a montré que c'était plus efficace que rien pour prévenir par rapport au Covid. Maintenant, on commence à faire des essais cliniques phase 3 où, par exemple, on va voir, est-ce qu'on peut switcher d'une forme de vaccin à l'autre? Est-ce qu'on peut réduire le temps entre les deux vaccinations? Est-ce qu'on peut allonger le temps? Donc, on est en train de faire des essais cliniques de phase 3 qui vont quelque part poser des questions un petit peu différentes pour notamment accélérer le processus de vaccination en rendant les choses plus simples. Le fait de pouvoir passer d'une marque à l'autre de vaccin simplifierait grandement les choses. Le fait de réduire le délai simplifierait grandement les choses. Et donc, il faut distinguer les essais sur des vaccins qui sont encore en développement et qui, là, du coup, ne sont pas sur le marché, des essais qui sont en fait sur des vaccins qui sont déjà sur le marché avec une certaine posologie qui a été approuvée, mais où on est en train de faire des essais cliniques de phase 3 pour se poser d'autres questions par rapport à ces vaccins, et notamment ce sur quoi on travaille beaucoup pour le moment, c'est le passage d'une marque à l'autre, le délai la réduction du délai. On a également éventuellement maintenant la question qui se pose de savoir est-ce que ce vaccin, quelle va être la durée d'efficacité de ce vaccin, parce que là, effectivement, on a besoin de suivi plus long. Est-ce qu'on va devoir se faire revacciner tous les ans
ou est-ce qu'une seule injection suffit, ou est-ce que, comme par exemple le tétanos, il faut y repasser tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Ça, c'est des choses qui effectivement vont demander plus de suivi et sur lesquelles on est en train d'accumuler petit à petit des données. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, très bien, merci. Alors, je vois qu'il y a une question de François Maniquet. Est-ce que les gens ont en général confiance dans leur médecin généraliste? Est-ce que c'est différent avec la vaccination contre le Covid? Alors, ça, je pense que oui. En général, les gens ont confiance dans leur médecin généraliste. Ça pourrait être également un incitant de repasser par le médecin généraliste. Le problème, c'est qu'on a là une difficulté technique et logistique qui est principalement la conservation de ce vaccin à moins 80 degrés qui rend les choses compliquées pour les généralistes. Je pense que si on avait pu, dès le départ, passer par le généraliste pour faire les vaccins, ça aurait probablement simplifié pas mal de choses. Ça aurait simplifié effectivement cet échange que le patient a avec son généraliste et qu'il ne pouvait pas avoir dans un centre de vaccination. Vous ne pouviez pas aller dans un centre de vaccination, vous installer et commencer à discuter pendant une demi-heure avec la personne qui vous faisait l'injection des avantages et bénéfices, ce que vous faites peut-être plus avec votre généraliste. Mais là, on a eu cette question logistique de conservation du vaccin. Et ça me ramène à ma question précédente qui est en train de dire que les vaccins qu'on utilise maintenant peuvent encore progresser, on peut encore faire des progrès. Et clairement, si on arrivait à trouver un vaccin qui ne doit pas être conservé à une température si basse, ça serait également un progrès parce que ça rendrait les choses beaucoup plus faciles. Mais ces vaccins-là vont devoir repasser par toutes les phases de test et par l'approbation au niveau de la FDA. Merci beaucoup. Peut-être que s'il y a encore d'autres questions, on peut les garder peut-être pour la suite, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit, peut-être en indiquant à qui elles sont destinées, ce qui facilitera un petit peu le débat par après.